Êtes-vous prêts? Deuxième table ronde de cet après-midi du forum Reconstruire. On a déjà notre premier invité en plus. Il a la chance de pouvoir choisir sa chaise. Table ronde numéro 2, hydrogène, filière d'avenir. Allez, j'appelle les gens, ça va faire venir les retardataires. Christophe Husson, déjà assis, délégué syndical central à Forvia, qu'on connaît ici sous le nom avant de Forestia, entité hydrogène, membre de la CFE-CGC et organisateur de l'événement. C'est bien ça. Il n'a pas son t-shirt collectif Reconstruire. Avec lui, Nathalie Locke, chef de projet filière hydrogène à l'Agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté. Elle est également déléguée régionale de France Hydrogène. Et surtout, Nathalie, vous suivez la filière depuis plus de 18 ans. Maintenant, c'est à plein temps, ce qui ne devait pas être le cas à 18 ans. La filière est en Bourgogne-Franche-Comté depuis plus de 20 ans. 99, le FC Lab. Quasiment 25 ans. J'invite également Jean-Patrick Corso, président de Clean, C-H-L-Y-N-N, mais évidemment le jeu de mots avec Clean propre en anglais. Start-up qui a conçu une pile à combustible en rupture technologique par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Il va vous la présenter. En plus, elle n'a pas besoin de réservoir. Donc là déjà, ça devient quand même un peu énorme. Elle n'a pas besoin de réservoir d'hydrogène pour fonctionner. Il va vous expliquer comment. C'est un peu dingue. Je peux dire qu'elle est basée à Besançon ou à L'Isle-sur-le-Doubs? Les deux. Bon ben voilà. Dans le Doubs, quoi, en tout cas. Alexia, je ne connais pas. Alexia, vous revenez avec moi. Pellizzari. Ah non, je vous êtes invité, vous êtes invité. Mais changez de place, ça mettra un peu de dynamique dans la table ronde. Ah, vous restez debout? D'accord. Vous voulez ma place? Je redis, si notre public avait oublié, donc responsable du secteur automobile chez le cabinet CECAFI, qui donc accompagne les syndics et les représentants du personnel dans les comités sociaux et économiques. Donc c'est l'organe paritaire d'une entreprise. Merci à tous les cas d'être avec moi pour parler hydrogène, filière d'avenir. C'est donc notre deuxième temps d'échange cet après-midi. Christophe, je commence par vous, parce que vous avez eu la bonne idée de m'envoyer un mail avant-hier soir pour préparer cette table ronde, mais m'envoyer un deuxième, comme si vous saviez que j'étais journaliste, où vous m'avez glissé bizarrement une lettre envoyée à un ministre pour que j'en prenne connaissance. C'était fait exprès ou pas que je puisse lire cette lettre du ministre? Christophe, qu'est-ce que vous avez dit au ministre de l'Industrie, donc Monsieur Ferracci, au sujet de la filière hydrogène? Alors, à M. Ferracci, on lui a parlé et on voudrait encore lui parler. Pourquoi encore lui parler? Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez tous, moi je suis syndicaliste, donc je ne pratique pas la langue de bois. L'État a quand même certaines contraintes financières qu'il n'avait pas il y a un certain temps. Et aujourd'hui, l'État se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer à investir dans la stratégie hydrogène? Ce qui est fortement inquiétant à plus d'un titre, puisqu'aujourd'hui, la filière hydrogène a besoin d'une vision à long terme, d'une part, elle a besoin de financement, d'autre part. Et ça crée des incertitudes. Le gouvernement aujourd'hui réfléchit à faire des choix stratégiques en disant il faut subventionner, il faut aider l'intelligence artificielle, l'IA, en prenant sur les budgets de l'hydrogène. Donc moi j'ai envie de dire à M. Ferracci qui veut investir dans l'IA, l'intelligence artificielle, de plutôt investir dans l'IA, l'industrie automobile. Donc, oui, alors aujourd'hui, ce sont des discussions, des choix de budget. On n'en connaît pas le tenant, on n'en connaît pas la distribution. On connaît pas, en tout cas, il y a des discussions. Et aujourd'hui, on ne peut pas. Il faut quand même se replacer dans le temps. Il y a quelques années, des décisions politiques, et je dis bien des décisions politiques, décident d'aller vers une mobilité bas carbone, sans étude d'impact vis-à-vis de ce changement de mobilité et d'impact chez les industriels. Est née la filière hydrogène. On demande à la filière hydrogène de faire en 4 ans ce que le véhicule électrique a fait en 15-20 ans. Donc c'est un vrai challenge aussi pour la filière, d'où les difficultés rencontrées. Et donc oui, la filière hydrogène a besoin d'une vision stratégique et industrielle à long terme, de financement.
Oui, ben en fait, ce qu'on a dit tout à l'heure, Bruno a dit, ce qui est important, c'est le client. Alors, on parlait du client final, mais dans l'hydrogène, les clients, c'est les acteurs privés, c'est les entreprises. Hein, donc, Arcelor, qui a besoin d'hydrogène vert pour décarboner son outil industriel. Et lui, ben, il a une rationalité économique, c'est-à-dire qu'il a besoin de répondre à ses investisseurs, à ses actionnaires. Il y a des exigences de profitabilité qui lui sont demandées pour servir ses actionnaires, pour rembourser ses emprunts. Et donc, il a besoin d'un prix. Et donc, la difficulté qu'on a, on en parlait aussi, c'est que cette décarbonation, elle n'est pas... c'est des engagements moraux, en fait. C'est là où on oublie un peu. On s'est lancé dans une filière et puis dans des investissements d'une technologie avec comme seul sous-titre l'engagement d'industriels ou d'entreprises en disant moi, à 2050, je vais être neutre en carbone. Mais il n'y a pas de pénalité si les entreprises n'y arrivent pas. Il n'y a pas d'obligation d'y aller. Donc c'est là, en fait, la difficulté. C'est qu'il n'y a pas eu cette contrainte. Donc s'ils ne le font pas, il ne se passera rien et on aura juste dépensé de l'argent pour rien. Et ils n'iront que si c'est dans leur intérêt économique. Donc s'ils y gagnent, ils iront. S'il n'y a pas d'autres contraintes. Et en fait, on se rend compte de ça avec notamment le marché automobile. La norme CAFE dont on parle en ce moment beaucoup, en disant « Oh là là, c'est honteux, à partir de cette année jusqu'à 2030, les constructeurs vont devoir payer des amendes s'ils ne sont pas à leur quota de CO2 et puis on va subventionner Tesla, BYD en leur achetant des crédits carbone, c'est monstrueux. » On oublie juste de dire que sans cette norme-là, il n'y aurait pas eu de véhicule électrique. Parce que la norme-là, quand on a commencé à mettre des pénalités financières au 1er janvier 2020, c'est la date de début d'une filière. Sans ça, l'électrique, il y en avait. Hein. La Zoé, Nissan Leaf, on en voyait. Hein. Ça existait, la techno était existante. Ça n'a jamais pris tant que vous n'aviez pas la contrainte économique. Donc sans forcer l'acteur privé à décarboner, on n'y arrivera pas. Il faut bien avoir ça en tête. C'est à l'acteur privé, il a son intérêt économique d'abord. Donc si on ne le contraint pas à y aller, il n'ira pas de lui-même de manière volontaire. On n'est pas une association, on n'est pas face à une fondation. Hein. Donc c'est ça la rationalité économique. Alors, qu'est-ce qui engage l'innovation ? Il y a un écosystème, il y a quand même une rationalité économique au sens où ils ont projeté un marché. Vous aviez connaissance que la Chine, dès 2015, a posé des jalons sur son électrification du marché. Ça, c'était clair, connu de tous, de 2015. L'Europe a aussi mis des contraintes de CO2. Les États-Unis aussi, on n'en parle pas, mais il y a des États qui sont beaucoup plus stricts que l'Europe dans leur seuil de CO2. Donc en fait, c'est bien la contrainte qui pousse à l'innovation aussi, quelque part. L'effet d'échelle, il naît de la norme et de la contrainte. Donc c'est vrai que tout le discours ambiant sur la simplification, la suppression des normes qu'on entend en ce moment, il peut être dangereux, justement, pour tout ce qui est innovation et dynamisme économique, parce que de la contrainte naît l'innovation, très souvent. Est-ce que vous portez un regard aussi négatif sur la filière dans son ensemble, peut-être avoir un prisme un peu plus large pour avoir une autre focale? Alors, effectivement, je m'occupe d'hydrogène depuis très longtemps et j'ai jamais envisagé la filière hydrogène comme étant uniquement portée sur la mobilité, qui plus est la mobilité individuelle, mais néanmoins. Aujourd'hui, on constate une chose, c'est qu'en 2020, quand les verrous ont sauté pour développer cette nouvelle filière énergétique, parce qu'il s'agit bien d'une filière énergétique, on a dit qu'il va falloir aussi donc, développer la production, c'est aussi un enjeu de souveraineté, un enjeu de décarbonation, et puis il va falloir développer les usages. Et dans les usages, on mettait la décarbonation de l'industrie, on pourra y revenir, même ce n'est pas le sujet, mais
Si je veux dire rapidement, 900 000 tonnes d'hydrogène gris produit en France aujourd'hui, et quand on veut être contre l'hydrogène, on dit que 95% de cet hydrogène est gris. Ben, c'est précisément ce qu'on ne veut plus. Donc ça va être remplacé ou ça va être accroître cette production pour des nouveaux usages dans l'industrie comme dans la mobilité. Et dans la mobilité, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui va être le plus utile pour la décarbonation ? Vous regardez les 32%, j'ai recherché le chiffre en 2024 d'émissions, les émissions de CO2 sont liées en France et en Europe à 32% des émissions totales. Et ces 32%, 90% viennent notamment du transport routier, des camions. Donc effectivement, là encore, on a dit les usages, ça va être en priorité les camions. Je vais quand même faire une petite remarque, c'est qu'en France, la filière camion, elle est mal en point. On a quand même Renault Trucks, mais c'est surtout les Allemands, les Italiens. Donc, quand on a voulu développer la filière hydrogène dans la mobilité, on s'est dit qu'est-ce qui va être utile réellement pour la décarbonation. On va regarder les gros véhicules qu'on avait et qui tournaient en France, avec ce que je disais tout à l'heure, pouvoir recharger au même endroit, et c'était les bus, les bennes à ordures. Donc des projets d'agglomération. Aujourd'hui, les 66, enfin je ne sais plus exactement, stations qui existent en France et qui sont opérationnelles ou sur le point de l'être, sont des stations qui vont alimenter des bus et des bennes à ordures, en ouvrant de temps en temps la porte éventuellement à autre chose, mais c'est pas le... Voilà, j'en ai pas. Donc finalement, on va dire, oui, voilà, c'est pas une possibilité pour la filière automobile ou la petite mobilité. J'ai fait une exception, c'est la mobilité intensive, petits véhicules, genre les taxis, mais quand vous en avez 1000 qui tournent sur une ville comme Paris, ça commence par faire de la consommation d'hydrogène. Mais moi, je pense aussi aux entreprises de sous-traitance de la filière automobile qui ont des technologies, des savoir-faire et qui peuvent travailler sur la filière hydrogène, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans la mobilité lourde. Et puis, en général, à part les pure players hydrogène, on va revenir peut-être sur les gigafactories, mais moi, j'entends plutôt des gens qui me disent on prend des commandes. Le marché, il démarre doucement dans des applications de mobilité, lourdes ou pas, dans des applications stationnaires aussi, dans des applications pour produire de l'hydrogène. Là, j'ai des petits papiers parce que j'arrive même plus à mémoriser tous les gros projets qui se font en Espagne, en Hollande énormément, en Allemagne de production massive d'hydrogène. En France, on arrive péniblement à 2. Les marchés sont à l'international. Les marchés, voilà, alors j'allais dire malheureusement et heureusement, sont à l'international. Aujourd'hui, les entreprises que nous avons sur nos territoires et en France en général et qui travaillent beaucoup sur l'hydrogène, ou un peu, part de marché, c'est pas en France, malheureusement. Mais à côté, oui, ça marche. Voilà, donc c'est pas si... Enfin, le panorama de dire l'hydrogène c'est fini, comme on peut le dire dans la presse, c'est pas si simple. C'est pas fini, ça repart de manière plus raisonnée, raisonnable peut-être aussi. Moi je pense que quand on a fait les grosses annonces pour les gigafactories, c'était ce que disait Bruno, la théorie du choc, mais c'était aussi engagé sur des voies, sur des marchés que s'ils avaient dû exister, ils demandaient encore énormément d'argent. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine qui a complètement modifié les marchés de l'énergie et les rapports de force. Voilà. Merci Nathalie. Je vous invite à transmettre le micro à Patrick. Jean-Patrick, donc président d'une société qui s'appelle Clean, et donc vous êtes en route, vous proposez une pile à combustible en rupture technologique. Alors déjà, avant de vous poser une question, est-ce que vous pouvez nous présenter votre produit ? Cette pile, comment elle est conçue, comment elle fonctionne, pourquoi elle est innovante et importante ? Elle est innovante parce que par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, on a pris un peu le parti inverse, c'est-à-dire qu'on est parti, c'est vrai qu'au lieu d'être dans la mobilité lourde et intensive, nous on a fait le pari que l'hydrogène pouvait aussi être compétitif sur de la petite mobilité et apporter une troisième voie à l'électrification de la mobilité. Quand je dis troisième voie, c'est par comparaison aux batteries, principalement asiatiques, à l'hydrogène classique. Nous, on se voit un peu comme une troisième voie, dans la mesure où on a développé notre propre pile, effectivement, qui est extrêmement compacte et vertueuse, puisqu'on utilise au niveau des matériaux, des matériaux sans PFAS et avec des versions sans platine. Mais au-delà de ça, on a développé une cartouche qui se plug sur
plug and play sur la pile pour lui donner son hydrogène in situ en fait. Ça nous permet de court-circuiter, de chanter toute la problématique de Poulet de Love dont on a parlé tout à l'heure, sur la production, transport, distribution, stockage d'hydrogène, puisque l'hydrogène on le stocke que quand on le produit que quand on en a besoin. On a appelé ça une source d'hydrogène. Ouais, c'est ça, ouais. On s'appuie sur une réaction chimique en fait entre le contenu de cette cartouche qui réagit à l'eau pour donner de l'hydrogène et elle récupère l'eau de la pile. Donc on est sur un cercle vertueux. Et quand on fait tourner ça, on arrive à une compacité assez intéressante. Déjà, on a une solution 2 en 1 autonome, sans s'affranchissant des infrastructures. Donc on peut la faire tourner n'importe où, même si on est au fin fond d'une plage où il n'y a pas de station hydrogène, on est capable de faire de l'électricité quand même. Et cette cartouche-là, avec 300 millilitres, on est capable de générer 1 kWh. Donc c'est quand même assez intéressant. Si je ramène ça sur des voitures, on parlait de voitures tout à l'heure, avec à peu près 4 litres, on arrive à faire 100 km. Est-ce que vous avez déjà des marques d'intérêt ou de la commercialisation? Parce qu'on parlait d'une filière qui n'avait pas de marché, mais est-ce que vous vous sentez marché? Oui, nous on a beaucoup de marques d'intérêt. On a France, Europe, Japon, États-Unis. Et là où c'est intéressant justement, et là aussi on est un peu différenciant par rapport à la voie de l'hydrogène classique, où on est sur de la mobilité lourde intensive comme on disait, mais sur des petits volumes. Nous on va toucher des cas d'usage où on a des milliers de véhicules à électrifier. Les Fenwick en font partie, ouais, c'est vrai, il y a l'intralogistique. On a des marques d'intérêt dans la propulsion de petits bateaux. Pour l'instant, on est sur du kilowatt. On est sorti du laboratoire avec des dispositifs qui faisaient quelques millimètres carrés il y a 2 ans et demi. Et là, maintenant, on est sur des petits blocs qui font 1 kilowatt, qu'on peut monter jusqu'à 10 kilowatts. Donc ça permet l'intralogistique, ça permet la propulsion de bateaux, ça permet les drones aériens, ça permet la propulsion terrestre sur on va dire des vélos augmentés, voire des scooters. On est un peu sur ces terrains de jeu-là, donc vraiment différent de ce qui se fait actuellement. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. Très bien. Christophe, je vous invite à récupérer le micro. Vous pensez que l'hydrogène est une opportunité pour l'automobile française et européenne? Je vais bien vous expliquer pourquoi cette salle. L'hydrogène n'est pas une opportunité, c'est une nécessité. Alors l'aspect technologique parle lui-même, mais c'est aussi une nécessité en termes de réindustrialisation. Je l'ai dit souvent, alors c'est difficile à entendre, les pays asiatiques sont en guerre industrielle contre l'Europe, contre le monde. Ce qui les intéresse, c'est d'être numéro 1. Pendant des années, ce qui intéressait l'Europe, c'était de faire du cash, délocaliser, produire à moindre coût, faire des économies. Et quelque part, on a tué notre stratégie industrielle. Et aujourd'hui, la stratégie hydrogène, sur la stratégie électrique, on ne va pas se mentir, on a perdu le combat. L'Asie a 5-6 ans d'avance sur nous. On aura du mal à les rattraper. Par contre, sur la mobilité électrique hydrogène, je pense qu'on a toutes les cartes à distribuer. On a une réelle opportunité aujourd'hui. Parce qu'on a des connaissances. J'aime bien parler d'Europe. En Europe, on a des vraies connaissances, on a un vrai potentiel, mais il faut réindustrialiser. La filière hydrogène est une formidable opportunité pour réindustrialiser notre pays, réindustrialiser l'Europe. Une des raisons, le véhicule thermique nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. Un véhicule électrique demande beaucoup moins de main-d'œuvre, parce qu'il y a moins de pièces, etc., etc. Donc quand on nous dit attention, le coût de la main-d'œuvre c'est un problème, je dis on a une solution. Hydrogène notamment. Donc go, on y va. Et en termes d'indépendance industrielle, d'indépendance stratégique, les véhicules électriques, batterie, j'ai rien contre, mais il y a des extractions de matières premières qui sont dans des conditions, parce qu'il faut le dire, proche de l'esclavagisme, c'est une réalité. Donc ça pose aussi quelques problèmes, ça c'est les syndicalistes qui parlent, quelques problèmes vis-à-vis de l'exploitation humaine. Donc c'est plein de paramètres qui font que oui, le véhicule hydrogène a sa place à plus d'un titre. À plus d'un titre. Et c'est Alexia, justement, vous accompagnez beaucoup de syndicalistes en fait. Les CSE, oui. CSE. Il n'est quand même pas rare qu'on entend des donneurs d'ordre dire qu'ils se tournent vers l'hydrogène. Comment vous sentez ça quand vous faites les expertises et que vous conseillez les représentants du personnel en disant est-ce que c'est
quand même des doutes, et c'est surtout marketing. Oui. Comment vous sentez ça dans la filière automobile? Bon, nous, on a une ligne directrice, on va dire, une ligne éditoriale, comme on dit. C'est effectivement, toute innovation est bonne à prendre. Hein. Voilà, on n'a rien à perdre à diversifier un site et à rajouter un atelier ou à rajouter une production en plus sur un prototypage, un bureau d'études. Dans ce cas de figure, il y a zéro risque en fait. Hein. On rajoute un débouché. Donc dans ce cas-là, pas de souci, on y va. L'autre problématique qu'on a rencontrée, c'est quand le projet hydrogène vient se substituer à la production actuelle. Et là, il y a danger. Parce qu'en fait, on a bien suivi tous les rapports d'expertise, etc. Et quand vient nous proposer une direction qui dit bah voilà, je vais arrêter une production parce qu'à 2035, il n'y a plus de débouchés thermiques, donc je vais délocaliser en Turquie ou au Maroc ma chaîne de production maintenant. Mais vous inquiétez pas, parce que je vais investir dans l'hydrogène. Et donc, socialement, il n'y a pas d'impact. Bon, bah là, forcément, on sort les clignotants rouges et on dit, c'est pas possible. On ne peut pas accompagner ça. C'est brutal. Il y a beaucoup trop de risques sur l'emploi, parce que le timing, on n'a aucune vision sur le timing. La filière n'est pas prête. Donc, nous, notre ligne, c'est le collectif et le social et les salariés ne doivent pas payer les pots cassés d'une absence de stratégie, en fait. Donc oui, à une diversification qui vient en complément de l'existant, mais il est bien trop tôt pour venir en substitution et venir un effet d'aubaine, finalement, en disant, ben voilà, ça va me permettre de réduire mon empreinte industrielle dans un pays high cost, parce que je vais venir taguer hydrogène, batterie, et en fait, je vais juste détruire de l'emploi. Et c'est malheureusement ce qu'on a vu quand même. C'est que systématiquement, quand vous arriviez avec un projet hydrogène, estampillé hydrogène, vous en profitiez à chaque fois pour dire « Ah oui, mais du coup, vu que ça va me prendre tant d'heures main-d'œuvre en plus, un potentiel d'embauche qui est toujours extrapolé, hein, parce qu'il faut le vendre quand même, hein, aux investisseurs, à la presse, aux politiques. Hein. Donc on fait monter la mayonnaise. Hein. Voilà, donc on fait monter la mayonnaise sur le potentiel emploi. Et on dit, ah, bah du coup, il va falloir recruter. Ah oui, mais on a un problème d'attractivité. Bon, bah, vous inquiétez pas, on va délocaliser une partie de la production existante. Et puis comme ça, les gens vont juste basculer d'un à l'autre. Donc là, évidemment, il y a eu beaucoup d'espoir déçu de ce genre de discours, parce que ça a été quand même ce qu'on a vu sur le terrain. Avez-vous le sentiment d'un gâchis avec les millions injectés et aujourd'hui des usines vides? Alors, je pense à McPhy, parce que la semaine dernière, ils ont quand même annoncé que potentiellement leur trésor n'allait pas jusqu'au second trimestre 2025. Alors, moi, je suis moins radicale sur l'effet d'aubaine, parce que je pense qu'ils y ont cru, mais c'était peut-être pas raisonnable d'y croire à ce point-là. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on ne construit pas un revirement comme ça, à la fois sur une filière automobile, mobilité, ou pour ceux qui étaient sur cette branche-là, où on ne fait pas, on crée pas tout, c'est-à-dire la production, la distribution, le stockage, les stations, les usages. Enfin, je veux dire, voilà. Mais je pense qu'il y a eu un effet d'engouement inconsidéré par beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément intellectuellement malhonnêtes, mais qui se sont laissés embarquer. L'hydrogène, ça fait depuis 1900 et même avant qu'on en parle. Il y a eu des véhicules hydrogène avant 1950. On en a reparlé au moment de la crise pétrolière. On en a reparlé il y a une vingtaine d'années, 25 ans, autour des années 2000. Et puis là, ça ressort encore. Mais là, cette fois, je pense quand même qu'il va se passer quelque chose. C'est passé de cran au-dessus. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on a joué de malchance aussi. Outre le fait qu'il y a eu ce hype qui était surdimensionné, et les spécialistes disaient attention, il ne faut peut-être quand même pas. Hein. Oui, mais il y a eu aussi cette peur de dire si on commence par y mettre des freins, en disant attention, eh ben, il ne se passera à nouveau plus rien. Le problème, c'est qu'effectivement, il fallait être prudent et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Finalement, tout à l'heure, Bruno Jamet évoquait aussi qu'on avait mis les crédits vers plein de technologies différentes. Est-ce que ce retard de marché qu'on a aujourd'hui ne va pas finalement faire le tri aussi sur la direction qu'on doit prendre? Là, c'est un peu alors oui, mais l'innovation, il y a différents niveaux de TRL, là on parle. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'argent de mis très en amont pour faire du foisonnement de recherche.
Et là, on sait, l'ANR par exemple, on sait qu'on cherche des choses en se disant peut-être que dans 20 ans, on va l'utiliser. Des choses, on dit non, c'est une impasse. Ça, c'est les TRL dits très bas. Après, il y a eu l'argent qui a été mis, notamment à partir de 2020, sur les déploiements. Donc là, on commençait par dire on va faire des démonstrateurs économiques, on va faire des prototypages, et puis après, on va faire de la duplicabilité. Et là, c'est plus les mêmes tarifs, on va dire. Quand on va construire des usines, quand on va passer à des capex importants, quand on va toujours continuer de financer la R&D, mais en vue de l'industrialisation, là, c'est plus les mêmes sommes. Mais il fallait, à mon avis, c'est de se dire, on va peut-être définir une stratégie. Je reparle de Finlande ou du Japon. Ils sont pas en train de se poser la question, est-ce que ça va être le moteur thermique? Est-ce que ça va être la pile à combustible? Ils continuent d'avancer sur plusieurs fronts à la fois parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour dire, voilà, c'est ça qui va marcher. Et d'ailleurs, la réponse, je vais vous la dire, c'est que tout va marcher, mais dans des cas d'usage particuliers. Ça, c'est ce qu'on commence par comprendre. Je suis souvent d'accord avec Nathalie. Oui, on a connu historiquement une technologie, le moteur thermique. Demain, il y en aura plein de technologies. Il y aura du moteur thermique. Ce n'est pas la fin, je vous assure que le moteur thermique est loin d'être fini. N'écoutez pas ce qu'on vous dit dans la presse. Enfin, ça dépend. Mais il y a des bonnes presses. Il y a des bonnes presses. Oui, c'est vrai. Voilà, il y aura des motorisations hydrogène, des motorisations hydrogène liquide, gazeux, etc. Genre des véhicules électriques, batteries, etc. C'est multiple. Mais moi, ce que je voudrais insister, c'est sur l'aspect subvention. C'est particulièrement important. Pendant des années, l'État, à juste titre, et c'était nécessaire, a fortement investi dans la mobilité hydrogène. Demain, si on ralentit cet investissement, si on remet en cause la stratégie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous ces financements qui ont servi à acheter du matériel, des machines, ça va partir en Asie. C'est-à-dire que vos impôts vont servir à développer de l'activité industrielle dans des pays d'Asie. Je trouve ça magnifique. Donc c'est stop. Quand on est au milieu du fleuve, on continue à aller de l'autre côté. On ne s'arrête pas au milieu. Et c'est un exemple, des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a des incohérences. Encore une fois, la stratégie hydrogène, il faut, dans la mobilité et ailleurs, il faut la maintenir. C'est le message un peu au ministre, le courrier adressé au ministre va dans ce sens. Surtout, n'arrêtons pas, c'est la pire chose qu'on puisse faire. D'autant plus que je vous l'ai expliqué, c'est qu'en Asie, ils sont très agressifs. Et à juste titre, si demain on perd du temps, eux, ils vont pas en perdre. C'est-à-dire qu'on a perdu du temps sur le véhicule électrique, on a perdu du temps sur le véhicule électrique hydrogène. Le moteur thermique, en Europe, on a tout rasé. Eux, ils apprennent entre-temps, donc ils vont revenir fort sur le moteur thermique hybride. On va tout perdre. C'est un paradoxe, enfin, c'est incroyable. Exactement. Non, mais je crois que je l'ai fait avant. Non, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc oui, il y a un réel risque de ce côté-là, quoi. J'ai touché un peu à plusieurs industries depuis 30 ans, effectivement. Si je suis là aujourd'hui, c'est déjà parce que j'ai été invité, je vous en remercie, mais aussi parce que je pense qu'il y a un vrai optimisme à porter. On est en train de créer la filière de demain, en espérant que cette fois-ci, comme on tient la tête, on ne sera pas 10 ans en arrière par rapport à la batterie, comme ça peut être le cas actuellement. Donc on est en train de tracer le sillon. Donc évidemment, il y a des difficultés. Évidemment, ça ne va pas se faire tout seul. Évidemment, il y a des disruptions comme on est en train de le faire. Et donc forcément, des fois, on tombe, on se relève. Mais on est à la tête d'une future filière. Donc c'est absolument génial, avec des créations d'emplois, avec de la revitalisation des territoires. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est justement pour porter ce message-là. Ouais.
c'est peut-être la vraie question à poser. Parce qu'aujourd'hui, si on continue comme ça, l'Asie passera devant. Dans les cas d'usage qu'on citait tout à l'heure, moi j'ai des gens qui ont des batteries dans leur propulseur de bateau, par exemple, ou dans leur vélo, et ils veulent changer leur batterie chinoise pour des piles clean. C'est quand même plutôt sympa, et ça veut dire que technico-économiquement, on n'est pas si mal placé que ça. Ça veut dire qu'avec la technologie, avec de la création de valeur ajoutée, on est capable de supplanter le pur aspect économique, quoi, tout simplement. Christophe, vous faites de l'ombre à la filière hydrogène. Je voulais vous emmener sur une autre question qu'on a peu abordée depuis cet après-midi dans la filière hydrogène mobilité, c'est le moteur à combustion interne. On en parle peu dans le débat public. Pourtant, il représenterait quand même une opportunité, au moins de transformation de la filière, peut-être aussi de sauvegarde de compétences de la filière automobile. Est-ce que quelqu'un voudrait avoir un regard justement sur cette opportunité? Énergie carbonée ou Ah non, un moteur à hydrogène, moteur à combustion interne, hydrogène. Alors nous, on avait regardé effectivement cette voie-là. Et pour l'instant, il n'y a pas forcément de volonté d'y aller. Par contre, l'hydrogène aurait un intérêt, alors pas en l'utilisant directement dans le moteur, mais plutôt dans les e-fuels. Donc refaire un carburant de synthèse avec de l'hydrogène et qui est déjà en fait compatible avec nos moteurs qu'on a déjà maintenant dans nos voitures. Donc c'est un axe de décarbonation du parc. Et c'est là où, pour l'instant, on n'a pas de solution. On sait décarboner les véhicules neufs. C'est ce qu'on vend aujourd'hui en catalogue, les véhicules électriques. Mais les constructeurs, quand on regarde leur empreinte carbone globale, 90% de leur empreinte carbone, c'est du scope 3, c'est le parc. C'est ce qu'ils ont déjà vendu. Et c'est ce qui roule sur les routes. Et les constructeurs n'ont pas de solution pour l'instant pour décarboner le parc. Parce que les gens ne vont pas acheter tous d'un coup des véhicules électriques. Donc l'hydrogène, ce qu'on a compris, c'est que ça va répondre à cette solution de décarboner le parc dans le cadre du e-fuel. Mais ça reste quand même contraint à la législation européenne, parce que pour l'instant, ça ne rentre pas dans la case 0 g à 2035, parce qu'il y a un petit peu de NOx, où je laisserai les ingénieurs et les motoristes préciser, mais il y a quand même des particules. Donc ça ne rentre pas stricto sensu dans la définition. Donc ça va être des discussions qui vont être ouvertes en 2026 pour la clause de revoyure notamment, puisque beaucoup de constructeurs et d'industriels poussent pour ouvrir cette fameuse porte du e-fuel. Mais ça a plutôt l'intérêt pas en direct hydrogène, parce que ça voudrait dire qu'il faut refaire quand même un certain nombre de pièces, parce que l'hydrogène n'est pas compatible avec toutes les pièces actuelles d'un moteur. Mais par contre, l'utiliser dans un carburant de synthèse, comme ça, vous n'avez pas du tout de changement. Le véhicule est le même, en fait. C'est juste la pompe qui va changer. Donc, c'est plutôt une problématique qu'on donne aux pétroliers pour fabriquer les fuels, mais il n'y aura pas de changement de techno sur la filière automobile dans ce cadre-là. Les SAFT, oui. Il faut réussir à le capter, oui. Oui, oui. Alors, ce n'est pas un choix, mais je dis juste que... Ouais, ouais. Alors, effectivement, on est prudent sur la concrétisation. Alors, mais ça leur permet, dans l'annonce de leur empreinte carbone, de dire, du coup, j'ai neutralisé 90% de mes émissions parce que, théoriquement, ce que j'ai vendu dans mon parc, j'ai fait homologuer, et c'est déjà le cas, tous les moteurs Stellantis ont été homologués,
à des e-fuels. Donc ça ne veut pas dire que ça va se traduire dans les faits. On ne va pas tous mettre du e-fuel dans nos voitures, parce qu'effectivement, il y a une problématique de production, tout simplement. Le coût, hein, aussi. Je crois que c'est le PDG de Total au dernier salon de l'auto qui disait vous aviez des gilets jaunes à 2 € le litre, donc avec 12 € l'e-fuel, je vous laisse imaginer le problème. Donc voilà, ça ne va pas constituer la majorité, mais dans leur communication RSE, c'est un axe qui pousse. Donc après, je dis juste ça. Je n'ai pas d'avis sur la concrétisation de la filière. Vous avez une start-up à Auxerre qui s'appelle RH2 qui travaille sur les moteurs à combustion interne et sur les potentialités de déboucher en rétrofit, notamment dans le parc automobile. Et vous avez l'article dans le magazine qui vous a été mis à disposition. Christophe, est-ce que Forvia regarde le moteur à combustion interne comme déboucher de ses réservoirs hydrogène? On travaille dessus. C'est une seconde option, même si la priorité reste la fabrication de réservoirs hydrogène à hydrogène gazeux, quoi. Tout à fait. Ah non, pas du tout. C'est deux technos complètement différentes. Ce ne sont pas les mêmes conditions, ce ne sont pas les mêmes conditions de température. Un réservoir hydrogène liquide demande des températures négatives très importantes. Non, on n'est pas du tout sur la même techno. C'est même pas la même matière non plus. Ben oui, c'est ce que j'expliquais. Il faut nous laisser du temps. C'est un peu le paradoxe par rapport au marché, c'est qu'il faut tout de suite. On nous demande d'être. Il faut avoir juste conscience que les entreprises ont joué le jeu dans la mobilité hydrogène. On y est tous allés. Plus que de raison. Avec intérêt, certes, mais tout le monde s'est mobilisé. Le territoire s'est mobilisé. Le Nord-Franche-Comté c'est particulièrement investi dans ces stratégies. Oui, on y était, mais de manière plus embryonnaire avant vraiment de prendre un envol il y a 5-6 ans. Le temps passe très très vite. Mais oui, on y était. Forvia a toujours été un acteur important de la mobilité verte. Nathalie, votre regard sur ce moteur à combustion interne hydrogène, ça m'intéresse. Alors, encore une fois, batterie, hydrogène pile à combustible, hydrogène dans un moteur, les cas d'usage. Un petit camion, par exemple, ça pourrait être peut-être la batterie. Un autre camion, on va commencer par se dire, ça va être du thermique, moteur thermique. Après, on va se poser la question, sous quelle forme? Encore faut-il que les technologies soient matures. Puis quand on parle d'hydrogène liquide stocké, il faut encore avoir des liquéfacteurs en France, suffisant. Ou cryogénique, enfin, il y a plein de... Voilà. Alors, l'avantage quand même du rétrofit thermique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions. Soit on fait un nouveau moteur à hydrogène, mais il est conçu in extenso de A à Z, et on fait un moteur qui va pouvoir brûler de l'hydrogène. Alors, il y a des entreprises qui ne sont pas forcément en BFC qui travaillent là-dessus. Je pense à une en Bretagne, notamment. Voilà. Et puis il y a celles qui se disent, mais c'est peut-être pas tout, c'est un moteur thermique, il n'y a peut-être pas tout acheté, on va le modifier. Et on peut le modifier, alors injection directe, indirecte. Il y a un motoriste là qui connaît bien, encore mieux que moi, parce que lui va vous parler des taux de compression, tout ça. Mais voilà. Mais grosso modo, quand vous faites un rétrofit partiel, c'est-à-dire vous prenez le vieux moteur et puis, enfin le moteur qui n'est plus sous garantie, c'est-à-dire plus de 5 ans. Vous pouvez, parce que sinon avant on laisse la garantie fonctionner, vous pouvez commencer de le modifier. Il y a des histoires, alors maintenant on peut le dire, d'entretoise pour l'injection, et vous arrivez à un moteur qui a un taux un rendement très très intéressant, qui en plus n'émet pas de CO2, mais qui émet quasiment pas de NOx. Il y a des mesures qui ont été faites, notamment sur RH2, à Lyon, sur des bancs d'essai très très sévères. Et puis là, vous regardez vos sous et vous vous apercevez que ça a coûté entre 50 et 70 000 euros, contre un moteur complet neuf qui va être à 150 000 euros sur un moteur thermique hydrogène, et que finalement, ça devient très intéressant de pouvoir poursuivre avec ce camion qui n'est plus sous garantie, avec un moteur totalement décarboné. Reste quand même le problème de la recharge, puisque vous n'avez pas de recharge partout. Et vous avez des directives européennes, c'est la FIF ou la FIR, je ne sais jamais, c'est la FIR,
qui dit ben voilà, il faut faire sur les grands corridors européens du transport, on appelle ça les corridors TEN-T, des stations tous les, en gros, 200 km, en gros, à moins de 15 km de l'autoroute, parce que pour l'instant, les structures autoroutières, les APRR et de Vinci, disent on ne va pas mettre des stations hydrogène, puisqu'ils ne passent jamais de camions hydrogène. Mais donc, c'est quand même amorcer ce maillage. Voilà. Et alors, on attend pour les camions, alors rétrofités ou neufs. Vous avez Daimler qui travaille sur du camion... alors plutôt pile à combustion, vous avez Volvo plutôt sur du rétrofit, sur du thermique, pardon. MAN aussi. Voilà, et donc on commence par se dire, voilà, et là, très franchement, quelle va être la bonne solution? Qu'est-ce qui va plaire, entre guillemets, et ne pas plaire aux transporteurs? C'est pour ça aussi qu'on a, en Bourgogne-Franche-Comté, un projet Corridor H2, qui est en fait un corridor à l'échelle de la région, où on va impliquer et interroger les transporteurs, parce que même si l'hydrogène, c'est plus cher, même si c'est compliqué, qu'ils pourraient continuer, enfin, jusqu'à quand, on ne sait pas, mais avec leur moteur... au diesel, il y en a qui disent, moi je voudrais anticiper cette mutation de la décarbonation. Je veux commencer, pas mettre toute ma flotte, mais peut-être commencer. Et quand on additionne 1 plus 1 plus 1, notre objectif c'est de faire 1000 camions sur la Bourgogne-Franche-Comté. Je vais aussi parler... C'est le projet avec le pôle véhicule. Voilà, exactement. Corridor H2 Rhin-Rhône. Tu veux... Je vais juste rappeler aussi un truc qu'il faut porter à connaissance, c'est que concernant les utilitaires, donc qui sont des plus petits véhicules, on a Ivia, effectivement, Rest in Peace, comme on dit, qui était la JV entre Renault et Plug pour la partie pile à combustible. Quand l'État a vu que ça allait mal, qu'ils allaient déposer le bilan, ils l'ont tellement déposé qu'ils sont liquidés, ils ont fait un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, par le biais de France Hydrogène pour combien de véhicules utilitaires légers, parce qu'on a aussi Stellantis qui est à Ordin, on pourrait, des lettres d'intention finalement, vendre avec une technologie hydrogène. En moins de 15 jours, France Hydrogène a récupéré des lettres d'intention pour 1000 à 2000, mais au moins 1000 véhicules de ce type. Donc on voit qu'il y a quand même cette volonté, je dirais, cette responsabilité sociétale. Alors après, c'est vrai qu'il faut que les entreprises soient bénéficiaires, qu'elles se soient... Mais si on attend juste le bénéfice, j'ai la solution. On continue comme on a fait jusque-là. Voilà. Donc... C'est très juste, il faut juste voir dans quel écosystème on vit et dans quelle incohérence on vit. C'est-à-dire que nous, équipementiers ou constructeurs, on nous dit de fabriquer des véhicules hydrogène, mais il est facile de constater que des stations d'hydrogène, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un peu la cohérence du système. C'est allez-y, produisez des véhicules, mais on va les charger où, vous faites? On ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de réseau. Sachant qu'il y a à peu près plus de 200 millions d'euros de financement, enfin des financements européens, pour développer un réseau de stations d'hydrogène en Europe. Pour l'instant, rien n'est parti. Donc tout le monde se regarde, qui c'est qui va partir le premier? Les constructeurs, le réseau, on ne sait pas. Et même ça met un impact énorme, c'est-à-dire que nos stations demain devront pouvoir fournir de l'électricité, de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène gazeux, de l'essence, etc. Donc c'est un changement profond et ça va encore mettre du temps à se transformer, tout ça. Et encore une fois, c'est parce qu'on nous a dit vite, il faut aller dans l'hydrogène, il faut partir, tout de suite, on y va, go. Ah oui, mais sur quel schéma directeur, quelle stratégie, tout ça, ça nous manque. Et ça manque à la filière, en fait. Il manque une stratégie européenne qui est déclinée dans chaque pays, que ce soit sur la stratégie du réseau de distribution, que ce soit sur la stratégie, les étapes en termes de technologie. Je le rappelais, je le répète à chaque fois, la décision de partir sur une mobilité zéro émission ou bas carbone, ça a été fait sans aucune étude d'impact. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. C'est on dit on y va, on y va. Le moteur? Non, ça, on n'était pas dans cette veine-là du tout, en fait. C'était, encore une fois, on était sur des petites piles à combustible comme ça. Là. On n'était pas du tout sur le sujet. Quelques millimètres carrés, oui.
Mais donc non, on était vraiment parti sur la pile à combustible. Et on a vu, et puis notre stratégie s'est confirmée et s'est vue validée par des clients qui adorent ce 2 en 1 en fait, ce 2 en 1 qui est complètement autonome, qui a besoin de rien ni personne quoi, pour faire son électricité. Donc moi je suis un peu convaincu, comme pas mal de monde autour de la table ici, qu'il faut de la place pour tout le monde, que tout le monde va trouver sa place. Donc nous on va trouver la nôtre et probablement le moteur à combustion interne aussi à hydrogène. Ce que l'entend dans votre propos, c'est quand même l'idée que ce qui plaît dans votre solution, c'est qu'il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions. Quand on l'a choisi, on a une solution clé en main. Alors que quand on arrive avec une solution hydrogène électrique classique, on a tout un écosystème à changer. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est indépendant, quoi. On est pardon. On est autonome, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc après, il faut qu'on pédale un peu quand même. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est le début, mais dans le modèle économique, il y a à la fois la vente de piles et ensuite la distribution de cartouches. Ces distributions de cartouches, les cartouches, ça va être un bien commun qu'on va trouver au supermarché, dans les garages, dans les ports également. Plutôt que d'avoir à refaire l'électrification de pontons, vous achetez juste votre cartouche et vous partez en vadrouille, quoi. Donc c'est un modèle à part entière en fait. C'est vraiment un truc différent. Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Ouais. Mais en même temps, on ne peut pas voir que ça. Il faut aussi changer des infrastructures et on l'attend, ça, dans l'hydrogène quand même. Ben nous non. Vous, non, mais on ne pourra pas proposer à tout le monde. Pourquoi ? Ce que je veux dire, c'est qu'on aura quand même un besoin de changer des infrastructures pour les mobilités de demain. On parlait de batteries, il va falloir plus d'électricité dans nos réseaux, plus de puissance, il va falloir avoir des stations. En même temps, quand il me semble que ça n'a pas été évoqué tout à l'heure, pourtant j'ai bien dressé l'oreille, mais en Allemagne, quand ils doivent recharger leur batterie, ils le font avec de l'électricité qui n'est pas très très verte, quoi. Hein. Si on a parlé un peu des camions tout à l'heure. Les camions, c'était Enedis à une conférence qu'avait monté le pôle d'ailleurs, qui disait qu'il fallait 6 EPR dédiés si on voulait convertir les camions à l'électricité sur l'autoroute A6, juste celle-là. 6 EPR dédiés, 6 réacteurs nucléaires dernière génération. Donc ça amène quand même à des questionnements. Je sais qu'on peut faire beaucoup de choses, mais il y aura des limites. Sur toutes les solutions, il y aura des limites, dont la nôtre aussi d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je reprends ce que disait M. Schifter, je ne sais plus son nom. Voilà. C'est qu'il faut d'abord penser frugalité, c'est ce qu'on dit, mais c'est peut-être un peu dur, mais réduire ses consommations, optimiser ses consommations, rendre les objets consommateurs d'énergie plus performants et apporter des nouvelles solutions diversifiées par rapport aux usages. La batterie, alors l'électrique d'une part, la batterie, l'hydrogène fuel cell, l'hydrogène thermique, puis peut-être encore d'autres solutions, allez savoir. Donc on doit sortir de toute façon d'un schéma, j'allais dire, pyramidal. On avait l'électricité, c'était le nucléaire, les ENR, et puis ça arrive jusqu'à l'ampoule qui est chez nous. On a le pétrole dans un puits de pétrole à Dubaï, et puis ça arrive jusque dans notre voiture. On avait qu'est-ce qu'il y a, le gaz, alors il venait un peu partout, mais surtout et puis le tuyau qui passe, traverse les États et arrive jusqu'à votre gazinière. Mais ça, c'était un monde rêvé, mais dramatiquement polluant. Dramatique en termes aussi de dépendance pour des pays comme les nôtres. Et ça, on l'a bien senti quand on est arrivé dans la crise du Covid. Ouais, ce que disait Nathalie me faisait penser à quelque chose, justement sur la façon dont on est empêtré dans nos systèmes, ne serait-ce que pour la batterie. Où, on a un consultant qui est venu nous voir l'autre fois, il est venu avec une Tesla, il avait 2 tonnes de voiture, 1 tonne de batterie dans la voiture. Enfin, ça devient la folie, quoi. On a besoin de plus de poids pour électrifier son propre poids, en fait. Donc je reviens, c'était tout à l'heure, on a eu ce commentaire-là, effectivement. Là, je reviens, alors c'est un peu un plaidoyer pro domo, mais nous, pour faire 1000 km, il faudrait vous voyez, 100 fois, donc il faudrait 40 kilos, quoi. Avec 40 litres, 40 litres et 70 kilos, on fait 1000 km. Ça permet de changer les paradigmes, en fait, sur la mobilité et sur même le stationnaire.
Ouais, on a commencé avec du milliwatt. Là, on est dans l'ordre du kilowatt au 10 kilowatts. Et l'étape d'après, donc dans 2-3 ans, c'est effectivement l'automobile, ouais, c'est 100 kilowatts. Ouais. Alors, petite automobile, c'est déjà maintenant. En fait, on a déjà planché sur un dossier qui fait 10 kilowatts. Donc, c'est un microcar, 450 kg. Avec 2 cartouches de 6 kg, on fait 400 km. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Ça offre vraiment des perspectives intéressantes, quoi. Oui. Ben nous, en fait, on a fait le choix parce qu'on a l'ADN industriel, on a fait le choix de développer le produit en même temps que les procédés industriels. Donc là, on les a déjà développés, les procédés industriels. Il ne reste plus que la machine d'assemblage qui arrive le mois prochain. Et après, il y aura effectivement le passage en volume où là, il faudra une usine avec des flux lissés. Mais pour l'instant, les procédés, on les a développés de façon individuelle pour montrer qu'on est capable de faire des volumes derrière, quoi. Nous, l'idée, ouais, on est en levée de fonds là pour monter une usine en 2026. On a fait quelques visites d'ailleurs ce matin à ce sujet-là. C'est un des lieux possibles. Ouais. Mais de toute façon, c'est en région, ça c'est certain. Pourquoi les gens sourient dans la salle? Je ne comprends pas. Comme si je cherchais à avoir des informations. Encore. Ne tente pas. Alexia. Oui, ben, ça s'inscrit tout à fait dans ce qui est plaidoyer en fait de la filière à l'échelle européenne. C'est retrouver aussi une rationalité des objets. C'est effectivement, on entend qu'on a peut-être été peut-être déviant dans la filière automobile en proposant des véhicules lourds, gros, etc. Mais il y a cette volonté, en tout cas des organisations syndicales, de ceux qui représentent l'emploi, de s'inscrire dans un nouveau, on dit avenir désirable, c'est le nouveau terme, de l'automobile, avec des véhicules plutôt ce qu'on appelle intermédiaires, donc la micro-mobilité. Et surtout, il faut le capter et l'industrialiser dans notre filière, en fait. Donc ça répond à ce besoin d'une nouvelle innovation, mais qui aurait un lien avec le besoin de réindustrialiser notre filière. Oui, je voulais donner un chiffre tout à l'heure, j'ai oublié, parce qu'on parle de décarbonation. Et c'est aujourd'hui la filière hydrogène, c'est France Hydrogène qui a publié ça la semaine dernière. En France, la filière hydrogène, c'est déjà aujourd'hui 1 milliard de PIB et 13 milliards à l'horizon 2035, c'est ce qui est annoncé. Donc, et plus de 100 000 emplois à cet horizon-là. Alors, j'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait « Oui, mais moi, je me suis formée et puis j'ai toujours pas... » Là, on a pris le coup de poing dans la figure. À la fois, il y a eu l'Ukraine, il y a eu le changement de stratégie de l'État, les problèmes mondiaux, géopolitiques. Je veux dire, là, c'est bon, quoi. Hein, on a assez... Donc, je pense qu'on va rationaliser, on va... réfléchir à des priorités parce qu'on ne pourra pas tout financer. Chaque pays, malheureusement, en Europe, c'est logique, n'a pas ces mêmes atouts. Hein. En France, on a le nucléaire. En Allemagne, ils n'en ont plus. Ils avaient le gaz russe, ils ne l'ont plus non plus. Enfin, bon, c'est un peu compliqué pour eux. Hein. D'où leur stratégie, d'ailleurs, d'apporter massivement. Mais on sent qu'on est en plein bouleversement. Moi, je suis convaincue que même si... il y a certains présidents qui disent qu'il faut drill. Le pétrole, il y en a encore pour un moment. Mais par contre, le reste va, cette fois, moi je suis convaincue que l'hydrogène ne va pas repartir dans le trou où on le renvoie régulièrement. Il y a beaucoup de gros projets d'investissement qui sont d'ailleurs en Europe, de production massive d'hydrogène, qui sont d'ailleurs... profitable à nos entreprises, hein, puisque, par exemple, la Total et Air Liquide investissent 1 milliard d'euros pour produire de l'hydrogène aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, alors ils ont beaucoup d'éoliennes, ils ont beaucoup d'ENR, donc ils y vont à fond. On va devoir alimenter l'Allemagne. Il y a des projets dans le nord de la France, nord-est, en Moselle, je crois, c'est pour alimenter la sidérurgie de la Ruhr. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas dit qu'ils arrêtaient. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des choses... Il y a les pipelines. En France, on a des projets de pipe. Alors, quand vous regardez la carte de tous les pipelines, c'est le projet HyPhen pour la France, inclus lui-même dans un projet HyDeal
sur toute l'Europe. Il y a des tuyaux partout qui vont être soit dédiés à l'hydrogène, soit rétrofités. Enfin, je veux dire, ça se construit. Mais ça ne se construit pas à coup de petits projets. Là, on y va à coup de milliards. En France, c'est un peu moins, mais bon, c'est comme ça. Ça avance. Comment on fait pour attendre? C'est une question qui est quand même pas simple. Alors, Et je pense notamment à l'industrie automobile, parce qu'en fait, certes, elle a fait beaucoup d'erreurs sur ces 20 dernières années, mais mine de rien, il faut comprendre aussi qu'à un moment donné, passer le cap, c'est pas si simple que ça. alors c'est ce que disait Alexia, c'est ça. C'est que l'automobile, elle souffre en général. Elle souffre pas de l'hydrogène ni de la batterie. Elle souffre en général. Les ventes baissent pour diverses raisons qui n'ont rien à voir avec ce qu'on met dedans. Il y a le prix initial des véhicules. On ne fait que des gros véhicules en France, ou presque. Et puis, il y a aussi le fait que si vous parlez à des jeunes, il faut pratiquement les traîner par les cheveux à l'auto-école. Hein. C'est pas une petite tendance. Ça. Ils voient plus le monde comme étant. On a besoin. Ils y vont quand ils sont obligés de prendre la voiture. Et là, je pense on est aussi dans un changement sociétal d'approche de la mobilité. Et l'automobile, c'est devenu quelque chose dont on a toujours besoin. Moi, la première, à des coûts acceptables. Moi aussi, vous aussi, j'imagine. Mais voilà, on ne peut plus raisonner comme on raisonnait il y a 10 ans, encore moins comme il y a 20 ans, etc. Moi, j'ai commencé dans l'automobile, hein, donc j'ai vu des changements. Alexia, je vois que vous avez envie de réagir. Oui, parce qu'il y a effectivement cette forte inquiétude, c'est comment on préserve les compétences qu'on a créées, comment on préserve les entreprises qui ont investi, qui ont fait des investissements. Parce que le risque, effectivement, c'est de faire le tri, entre guillemets, un peu à la Darwin, hein, de voir de plus en plus d'entreprises en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire. Donc c'est effectivement, il y a sans doute un dispositif à réfléchir pour mettre sous cloche ou conserver en tout cas l'écosystème qui sera quand même utile demain et ne pas perdre toute l'avance que la filière a prise. Et on peut faire aussi un retour d'expérience sur le véhicule électrique, parce que si on voit les premiers véhicules à Renault Zoé ou Nissan Leaf, bon, ça date de quelques dizaines d'années, voire plus. Et finalement, on n'était pas trop mal parti. Et puis, on a arrêté et hop, on s'est fait distancer. Donc, il ne faudrait pas que le schéma se répète sur l'hydrogène, en fait. Donc, c'est un vrai enjeu de préserver cet écosystème dynamique sur l'hydrogène et de pas tout détruire parce qu'on a voulu vite rentabiliser, ce qui est un non-sens. Hein. C'est-à-dire, tout projet industriel, il y a une période où vous investissez, où ça ne vous rapporte pas tout de suite. Et puis, et ensuite, il faut voir sur le long terme pour avoir un business model positif au niveau global. Quoi. Des questions dans la salle? Je vois que l'heure tourne. Je vois aussi que Christophe a déjà préparé sa conclusion. Paul. Ouais, si vous me pardonnez la petite curiosité technique, j'aurais aimé aussi savoir si au Looking, vous êtes capable de communiquer sur les performances des densités énergétiques de votre solution de stockage d'énergie. Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec les 300 millilitres, là, l'équivalent d'un kilowattheure. 1 kilowattheure en sortie de pile, en fait. La durée de vie de la pile, ni plus ni moins que ce qui se fait actuellement, à savoir, si on veut tourner automobile, on donne 5000 heures et en 22 000 heures si on veut faire de l'usage intensif, quoi, mais on va se mettre à plus bas régime. On a nos bureaux qui sont à Besançon, au Thémis Innovation, et puis on a notre atelier laboratoire qu'on a monté l'an dernier à l'Île-sur-le-Doubs. Et l'usine, ça va être entre Besançon et Montbéliard. Donc en BFC, ça c'est certain. Ouais. Il y a un tierce investisseur à mettre dans la boucle là, si les informations sont exactes. D'autres questions? Monsieur Petit-Colin, pas trop long s'il vous plaît. On a déjà testé. À parler en fait de l'autonomie, est-ce que on parle de la possibilité électrique, mais quand même il y a une réticence électrique, c'est l'autonomie. Est-ce que en fait on n'a pas
Enfin, il y a le vœu pieux, mais en même temps, ça dépend du prix. Alors que c'est ce qu'on a remarqué sur électricité Renault Douai. Ça a été estampillé approvisionnement dans un rayon de 1000 km. Puis quand des fournisseurs qui sont dans ce rayon-là, 1000 km, sont pas contactés pour les appels d'offres, on leur dit « Ah oui, mais bon, toi, le fournisseur truc, il a déjà répondu et tu sais pas t'aligner. » Donc, voilà, tout à fait. Ils sont tous neutres en carbone. Alors, c'est vrai que là où il y a sans doute quelque chose à creuser et que on n'a pas encore chez Secafi réussi à répondre à ça, c'est que dans le calcul de l'empreinte carbone, la logistique, ça pèse rien du tout. Rien du tout. C'est 0,2% de leurs empreintes carbone parce qu'en fait, le transport maritime dilue énormément le CO2. Donc, en fait, on a une impasse. C'est que sur la logistique, comme en plus, ce biais-là fait qu'il favorise les zones de fournisseurs asiatiques. Parce que du coup, comme ça passe par bateau, vous diluez. Donc c'est plus, en termes d'empreinte carbone, ça vaut plus le coup d'aller sourcer en Asie, parce que vous passez par le bateau, plutôt que de faire en Europe. Parce que l'Europe, c'est du camion. Donc c'est vraiment contre-intuitif, cette espèce de méthodologie d'empreinte carbone. Donc on n'a pas trouvé le biais. Là, il faudrait vraiment aller dans la technique. Mais pour l'instant, on est face à ça. C'est que ils arrivent à justifier que ça ne pèse rien puisque c'est du bateau. Oui, ça dépend où on le fait, oui. Voilà. Et après, peut-être l'autre question que tu avais, c'était sur l'autonomie, mais ce que j'avais compris sur l'hydrogène, c'est que ce n'est pas un facteur discriminant, l'autonomie, puisqu'on peut recharger plus vite. Donc, ce qui est un problème pour l'électrique, parce que il y a quelques heures de recharge, ou en tout cas 30-45 minutes, l'hydrogène, c'est censé être moins important, puisque vous rechargez plus rapidement, une dizaine de minutes, je crois. Donc, ça devient moins... Ben oui, mais comme on disait tout à l'heure, le problème, c'est qu'il y a plein d'avantages, mais il faut recréer tout un écosystème industriel. Et donc, ça va prendre du temps. Ben non, parce que pour l'instant, ils ont investi massivement sur l'électrique. Donc, tout simplement, on est sur, encore une fois, la rationalité économique. Vous n'avez pas investi massivement sur des gigafactories pour, dans 2 ans, proposer un véhicule hydrogène. Il y a le temps du rendement en fait, économique. Donc, il faut attendre qu'ils soient dans leur cible économique. Et puis, au prochain cycle, eh ben, ils proposeront une autre techno. Mais c'est ça, cette rationalité économique. Les acteurs privés ne sont pas capables de faire ce travail en même temps. Ils ont une profitabilité cible. Une fois qu'ils ont investi, on ne change plus de cap. Hein. On va passer la parole à Christophe pour faire un petit mot de conclusion de cet après-midi. Je voulais juste vous donner une dernière donnée qui est issue de l'Agence internationale de l'énergie, qui estime que pour arriver à la neutralité carbone en 2050, il faudra multiplier par 6 le volume d'hydrogène produit mondialement. Donc, il faudra passer à 550 millions de tonnes produites. Ça représentera 10% de la consommation totale d'énergie finale. Et pour ça, il faudra évidemment opter pour soit une hydrogène décarboné, soit pour un système de captage du carbone, avec CCUS, le Carbon Storage. Voilà pour la petite donnée conclusive. Cher Christophe, c'est à vous le mot de la fin. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des intervenants au cours de cet après-midi. De te remercier pour l'animation de ce partenariat avec l'E3, de remercier l'ensemble des participants. Si toutefois je devais y laisser un mot, c'est un peu, ce forum, c'est la description du nouveau monde. Il y avait un monde avant, il y a un monde après, vous l'avez bien vu, tellement les changements sont multiples et divers. Moi, vous savez que je suis très attaché à mon territoire, très attaché à mon territoire, et quand j'ai ouvert les Échos tout à l'heure, j'ai lu qu'on parlait de Montbéliard en termes de stratégie hydrogène, et je me dis encore une fois,
dans l'ère urbaine, on sait être moteur, on sait se mettre en avant et on a toujours cette capacité à aller chercher et à avancer. Et ça fait plaisir et ça fait du bien dans un contexte quand même industriel très, très compliqué. Et je me dis qu'après ce forum, il y aura, il faut un appel, l'appel de Montbéliard. Je dis chiche. On fait l'appel de Montbéliard sur la mobilité propre. On a toutes les forces, on a une énergie, on est prêt à y aller. Donc il faut, voilà, on est prêt. Et il y aura forcément une suite et ce sera l'appel de Montbéliard. Quelques mots. Oui, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut jouer collectif. Voilà, plus qu'avant. Jouer collectif entre acteurs, jouer collectif entre territoires. Il faut jouer collectif ensemble. Et aujourd'hui, il y a eu une rencontre qui a été initiée. On a pu échanger. Et ça, c'est particulièrement important. C'est aussi une nouvelle manière de fonctionner. Voilà, c'était un message important, notamment en termes de jouer collectif sur nos territoires. La mobilité de masse au plus proche du territoire, on l'a vu. C'est aussi des décisions top-down, ça va en haut, mais ça va aussi. La stratégie doit être définie propre à chaque territoire avec des initiatives mises en avant par le territoire local. On s'aperçoit aussi qu'il y a un modèle économique d'avant qui n'a plus de raison d'être. Il faut le changer. La recherche du profit à outrance a peut-être montré ses limites en termes de stratégie industrielle. On le voit aujourd'hui face à un contexte asiatique fort. On s'aperçoit que la filière a besoin de planification. C'est ce qui nous manque. Enfin, ça aussi s'est ressorti plein de fois. On a besoin de savoir où on veut aller, comment on veut aller. C'est ce qui nous manque terriblement, une planification étatique, mais également qui se décline, une planification de nos régions et peut-être plus localement sur nos territoires. On s'aperçoit qu'on a un monde de plus en plus complexe. Je n'ai pas dit compliqué, parce que la techno est compliquée, mais la stratégie est complexe. Et ça, il va falloir s'y habituer. Voilà, on change de monde. On va travailler avec beaucoup plus de complexité. Il faut juste en avoir conscience. Ce n'est pas un problème. On saura faire, mais ça va être complexe. On s'aperçoit aussi que la mobilité de demain, ça va être diverse, variée, en fonction des usages. Nathalie a bien insisté là-dessus. J'ai oublié le prénom. Jean-Patrick, pardon. Également, on s'aperçoit que il faudra s'y habituer. Il y aura plusieurs mobilités, il y aura plusieurs usages, il y aura plusieurs mobilités propres à différents usages. Et ça c'est un changement aussi. C'est jamais arrivé dans l'histoire industrielle de notre pays. Le message qui va ressortir de ce forum, c'est aussi un message optimiste. C'est aussi le but de ce forum, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'hydrogène. Il y a des compétences incroyables sur notre territoire. Il faut le dire, il faut le répéter, il faut le promouvoir. Donc il faut garder cet esprit optimiste. La filière est prête à y aller. Tout le monde est prêt. On attend juste de la commande publique, on attend juste un réseau de distribution, par exemple. Encore une fois, c'est parce qu'il n'y a pas eu de stratégie définie de manière claire dès le départ. Et puis, c'est un mot-clé. Hein, c'est un mot-clé dans le collectif Reconstruire, c'est la réindustrialisation. On veut une industrie française et on aura de cesse de le répéter. Il y en a assez de délocaliser, on a des compétences ici, on sait faire ici. Réindustrialisation de notre pays, c'est le mot d'ordre. Pourquoi ? Pour avoir une véritable indépendance industrielle, ce qui nous a manqué aussi pendant de longues années. Alors, j'ai toujours tendance à parler beaucoup, donc je vais faire attention. Mais et tout ça pour dire que là, il y aura forcément... aujourd'hui, on entame, c'est un mot un peu guerrier, mais je l'aime bien. Aujourd'hui, on entame un combat pour l'industrie, on entame un combat pour l'emploi, avec faire grandir aussi nos salariés, et on engage un combat pour notre territoire. Voilà. On a tous un rôle à jouer, notamment les partenaires sociaux, et le collectif Reconstruire aussi en est un. On veut se battre pour notre territoire. Voilà. Il faut que ça soit établi. On va continuer à interpeller je suis obligé de le dire, je ne voulais pas le dire, mais je ne peux pas en empêcher, interpeller le monde politique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a invité tous les élus politiques de Belfort à Besançon. Voilà, je remercie la présence de Mme Duvernois, de M. Klein, de M. Charlet. Pour les autres, ils ne sont pas venus. Voilà. On saura leur rappeler. Et je l'ai envie de leur dire, rendez-vous pour un deuxième forum dans un an. Moi, je vous dis, on se donne rendez-vous où on ne sait pas, dans un an. Celui-là, on l'a construit de forum un peu rapidement, mais ça fait partie du challenge et puis on aime bien ça. Dans un an, on remet le couvert, si vous me passez l'expression. On le fera différemment, avec d'autres attentes, avec un autre formalisme. Mais voilà, la CFECC Métallurgie et le collectif Reconstruire
vous donne rendez-vous dans un an. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, mais en tout cas, on vous donne rendez-vous. Merci pour tout.